Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Weekly Bitcoin. Comme chaque semaine, toujours bien entouré d'Alexandre Lézet, le directeur de la stratégie Bitcoin chez Capital B. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Rémi, très bien et toi? Eh bah ça va super, écoute, on est là comme chaque semaine pour faire le point sur l'actualité du Bitcoin et de son écosystème. Alors des grandes nouvelles, en tout cas des grands changements du côté des États-Unis et un peu du Japon également. Kevin Warsh est arrivé à la tête de la Fed. Alors on se demande quelle va être la future trajectoire des taux américains et du coup l'impact potentiel sur le Bitcoin et sur les marchés. Et hausse des taux au Japon aussi, du côté du Japon. Donc le marché anticipe une possible hausse des taux de leur côté aussi. Donc qu'est-ce que ça va, comment ça va impacter le marché et notamment le Bitcoin, Alexandre? Alors effectivement, le Bitcoin est déjà relativement stable hein, depuis en fait quelques semaines, mois maintenant. Oscille entre 70 000, 80 000 dollars. Et là, on a un nouveau directeur de la Fed, qui est la banque centrale américaine en fait, tout simplement, qui est notamment positif sur le Bitcoin. Donc c'est quelque chose de très important. Alors l'ancien Jay Powell était déjà relativement positif, mais ça se voyait qu'il le faisait parce qu'il y avait eu un changement de mandat de président américain avec Donald Trump, et il avait comparé déjà le Bitcoin à de l'or. Et là, on a ce nouveau Fed Chair, nouveau président de la Fed, qui, là, on a une interview sur les réseaux qui a été diffusée, où on voit qu'il avait eu une interview sur le sujet du Bitcoin, et il avait précisément argumenté pourquoi le Bitcoin était une innovation technologique majeure pour la réserve de valeur à la même enseigne que l'or d'un point de vue traditionnel. Et donc, il avait même repris un journaliste qui avait parlé du Bitcoin comme d'une manière un petit peu despective. Et donc là, en fait, on a un directeur de la Banque centrale américaine qui est de la banque centrale, en fait, des banques centrales en réalité, puisqu'on est sur un standard dollar au niveau mondial encore aujourd'hui, hein, et de manière très profonde dans toutes les institutions financières. Et le directeur de cette institution est en fait convaincu que le Bitcoin est une réserve de valeur à long terme qui est là pour rester et qui est tout à fait importante. Donc, c'est difficile de décrire à quel point c'est important et significatif pour le développement institutionnel du Bitcoin. C'est très tranchant par rapport à ce qu'on a en Europe. En Europe, on a l'historique, c'est Christine Lagarde qui décrit le Bitcoin comme quelque chose qui n'a pas de valeur, qui devrait aller à zéro et compagnie. On remarque que ça fait quand même maintenant environ un an ou 6 mois qu'il n'y a plus de déclarations dans ce sens-là. Donc il y a peut-être eu quand même quelques discussions entre les États-Unis et l'Europe sur ces sujets. Donc c'est quand même un premier point positif. En revanche, en France, on a vu une déclaration d'Emmanuel Macron qui compare l'écosystème cryptoactif à des usages criminels, etc. Alors, il dit pas non plus que tout l'écosystème est composé de criminels, mais on voit que en fait l'Europe, moi je pensais que l'Europe avait 4 ans de retard, et avec des déclarations de ce type-là, on pourrait même penser qu'elle a 8 ans de retard. Donc, c'est pas extrêmement positif de ce point de vue-là. Et en revanche, à la fois le gouvernement des États-Unis, mais qui est très très positif. Mais ça, beaucoup vont dire oui, mais c'est un sujet politique, c'est le Parti républicain, etc. Là, on a un gouverneur de la Fed qui est une institution qui est a priori, en tout cas sur la forme, relativement indépendante, en tout cas des gouvernements qui succèdent, même s'il y a beaucoup de liens et qu'en fait, in fine, ça reste quand même lié au gouvernement d'une certaine manière. Mais c'est extrêmement positif et ça montre à quel point le Bitcoin est déjà infiltré dans toutes les plus grandes institutions américaines. Et les institutions américaines sont les plus importantes du monde, et toutes les autres institutions du monde suivent les institutions américaines dans le temps. Et derrière les institutions américaines, il y a l'armée américaine.
et américaine n'a pas cessé de sévir dans le monde. Donc voilà, c'est quand même un événement extrêmement positif. Et en revanche, ça ne présage pas nécessairement de ce qui va se passer sur les taux d'intérêt, mais on peut en parler juste après. Oui, c'est vrai que. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un retour en arrière? Puisque, en effet, là, on est sous un gouvernement pro-crypto. Trump, on en a beaucoup parlé, avait quand même annoncé voilà, qu'on allait en avoir marre de gagner. Alors, c'était pas forcément par rapport au Bitcoin, mais voilà, il était très pro-crypto. Il avait annoncé qu'il allait faire un certain nombre de mesures, dont certaines sont passées, d'autres non. Qu'en est-il qu'est-ce qui passera, même si c'est encore un peu loin, à la fin du mandat de Trump? Est-ce que un président pourrait faire machine arrière avec tout ça? Est-ce que j'imagine qu'un mandat à la tête de la Fed durera du coup beaucoup plus longtemps que le mandat de Donald Trump? Est-ce que ça pourrait impacter dans le mauvais sens à la suite du mandat de Trump? Alors c'est intéressant parce qu'il y a des rumeurs qui sont revenues sur la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis. Ça faisait quand même un petit moment qu'on n'en avait pas réentendu parler. Maintenant, on a envie de le voir pour le croire, puisque ça fait quand même depuis le début du mandat qu'on parle d'une réserve stratégique Bitcoin des États-Unis en accumulation, pas seulement en détention. Et en fait, le point à retenir, c'est que cette arme-là est une arme politique, puisque le Bitcoin, c'est ce qui a fait gagner quand même l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et donc, à quel moment on a envie d'utiliser cette arme super puissante d'accumulation de Bitcoin? Théoriquement, on a envie d'utiliser aux élections, juste avant les élections. Et donc, une première élection, c'est les midterms, mais c'est quand même moins significatif que les prochaines élections présidentielles américaines. Et donc, il y a un temps, soit en vue des midterms qui sont a priori fin d'année, soit dans 2-3 ans, lors des prochaines élections américaines. Et dans les deux cas, c'est pas non plus des temps très longs à attendre. En tout cas, tous les membres du gouvernement américain sont pro-Bitcoin, et on peut imaginer, avec en plus beaucoup d'entre eux qui ont des sociétés cotées qui accumulent du Bitcoin, qu'ils aient potentiellement des intérêts à ce que une réserve stratégique d'accumulation de Bitcoin, d'une manière ou d'une autre, soit créée. Mon intuition, c'était qu'il y allait y avoir aussi la constitution d'un fonds de type souverain des États-Unis, et que ça pourrait peut-être arriver via cet outil-là. Et la deuxième intuition, c'est qu'en fait, les États-Unis, c'est quand même une grosse machine, que là, ils ont fait un audit de leur capacité de conservation de Bitcoin, de leur détention actuelle, qui sont en train de finaliser ça, que ça va prendre encore certainement 1 an de ce côté-là, que ça va encore aussi prendre certainement 1 an d'avoir un consensus politique sur qu'est-ce que signifierait une politique d'accumulation. Et ces temps-là collent à peu près avec le moment où on va avoir les prochaines élections aussi, et où ça serait stratégique pour le gouvernement des États-Unis d'acheter du Bitcoin. Et un autre élément qui est pas trop pris en compte, c'est que aujourd'hui, il y a un acteur qui détient du Bitcoin et qui l'utilise pour se financer. Il s'appelle l'Iran. Et c'est pas exactement le moment où les États-Unis ont envie d'acheter du Bitcoin pour faire monter les prix du Bitcoin, qui est utilisé par leur rival numéro 1 dans le conflit, en tout cas Moyen-Orient. Donc potentiellement, en fait, un déclenchement qui pourrait accélérer la réserve stratégique américaine d'accumulation de Bitcoin pourrait être une résolution du conflit iranien, en fait. Et donc, beaucoup d'investisseurs envisagent ça, peut-être pas dans le momentané, mais à horizon 1 an ou 2. En tout cas, c'est des positions qui sont en train de se prendre. Et ensuite, il y a des éléments qui sont structurels, les éléments de taux d'intérêt. Il y a un événement macroéconomique extrêmement important qui est en train de se dérouler. C'est le bousculement des taux d'intérêt de marché observés sur les bonds, les obligations de gouvernement américain et les obligations de gouvernement japonais, qui sont en train d'atteindre des niveaux qui n'avaient jamais été observés depuis maintenant 5-10 ans, qui sont en fait, pour le Japon, qui était proche de 0%, et qui sont en train d'atteindre 4%, alors que les États-Unis sont maintenant à 5 et plus.
sur le marché, hein, en observation sur le marché de taux d'intérêt. Et donc ça a créé un déséquilibre fondamental qui est que pendant des dizaines d'années, il y a eu un trade des grands investisseurs internationaux, ce qu'on appelle un carry trade. C'est un trade où on fait un arbitrage entre un taux d'intérêt et un autre, et où on peut se financer à un taux et être rémunéré à un taux plus élevé. Bien, pendant des années, les marchés japonais ont été utilisés pour emprunter en yens japonais à près de 0% pour acheter des actifs américains, dont de la dette américaine à 3, 4, 5%, ou des actions américaines. Et donc là, on a tout ce trade qui est en train d'exploser finalement, ou en tout cas de se retirer. Et beaucoup d'investisseurs sont en train de vendre des actifs américains pour racheter leurs dettes japonaises, parce que les taux ne sont plus attractifs et le carry trade ne fonctionne plus. Et ça peut aussi expliquer une partie des mouvements de marché qu'on observe depuis quelques mois, qui font qu'il y a quand même moins d'excès de liquidité sur le marché entre tous les investissements dans les infrastructures IA, les bousculements de ce trade, de carry trade avec le Japon, les tensions géopolitiques, et tout ça fait que le taux de financement des États est en train d'arriver à ses plus hauts aussi depuis des dizaines d'années. Et qu'est-ce qui se passe quand le taux de financement des États est au plus haut depuis des dizaines d'années? Eh bien, le coût des intérêts devient de plus en plus cher. Aux États-Unis, le coût des intérêts dépasse déjà de x2 le prix du financement de l'armée américaine, pour donner un ordre de grandeur. Et donc, c'est complètement insoutenable. Et, devinette, qu'est-ce qu'il faut faire pour un État lorsque le paiement des intérêts est insoutenable? Eh bien, il faut émettre encore plus de dettes pour payer ces intérêts, et émettre de la dette sur un standard fiat, sur un standard qui n'est pas basé sur une équivalence avec le monde réel, avec de l'or, avec du bitcoin. Eh bien, c'est de la création monétaire. Et quand on fait de la création monétaire, eh bien, on a tendance à créer plus d'inflation. Et quand on crée plus d'inflation, eh bien, ça a tendance à augmenter le taux de financement des États. Et ça a tendance à augmenter, du coup, la pression pour créer de la monnaie. Et quand en même temps, on a une situation où l'intelligence artificielle aux États-Unis fait trembler, même parmi les plus grands fonds d'investissement, on avait le président de Citadel, qui est un des plus grands fonds d'investissement américains, hedge fund, qui se rend compte que du travail qui était fait en 3 semaines, en 3 mois, est maintenant réalisé en quelques minutes, avec les logiciels les plus avancés d'IA. Eh bien, on a en fait un choc également de liquidité qui fait que il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir besoin peut-être de soutien financier. Et que font les États lorsque il y a un taux de chômage qui augmente? Eh bien, ils sont obligés d'injecter des liquidités supplémentaires. Et quand ils injectent des liquidités supplémentaires, eh bien, et quand ils n'ont pas d'argent pour le faire, eh bien, ils impriment davantage d'argent. Donc, en fait, on a un contexte qui explique, en fait, la baisse du Bitcoin, puisque les investisseurs ont anticipé tous ces mouvements, toutes ces tensions économiques, macroéconomiques, de difficultés de dette d'État. Et quand ils anticipent ces tensions, eh bien, ils ont tendance à anticiper ça avec les actifs les plus liquides et les plus accessibles au niveau mondial. Et ça, c'est le Bitcoin. Et aujourd'hui, si le Bitcoin remonte, c'est parce que les investisseurs commencent à anticiper que la seule solution à tous ces sujets de liquidité qui diminuent globalement dans l'économie, c'est d'injecter plus de liquidité à un moment donné, et que c'est inévitable puisque les États n'ont pas d'argent par ailleurs. Et donc, c'est plutôt positif en termes de perspective sur le Bitcoin pour les années à venir. Oui, puisque en effet, si les monnaies fiat continuent de perdre un petit peu en valeur, et que tous les pays sont endettés, il va falloir trouver une alternative qui peut être le Bitcoin. Et j'ai l'impression que ça se dirige un petit peu vers ça, en tout cas, même si les États-Unis n'ont pas réellement de stratégie de, d'accumulation de Bitcoin. Le Japon, je sais que grâce à Metaplanet, ils sont quand même assez en avance
sur ce sujet-là, mais en effet, c'est pas forcément. Voilà, il y a une espèce de synchronicité de mauvaises nouvelles, en tout cas pour la monnaie fiat et pour la dette en général. Donc, en effet, peut-être que ça sera un catalyseur pour une hausse du Bitcoin. Alors, tu le disais, le Bitcoin a été reconnu comme monnaie d'échange par l'Iran. Peut-être que tout ça est un peu lié. Peut-être aussi que voilà, le discours assez négatif d'Emmanuel Macron qui parle voilà, qui associe encore une fois le Bitcoin, alors qu'on pensait avoir fait une petite avancée en France et en Europe qui, 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 qui- qui donne au Bitcoin encore ce statut voilà, de monnaie, comme tu le disais, excuse-moi, je perds mes mots, mais voilà, de financement de terrorisme et de mauvaises actions. Alors, est-ce que tout ça peut être un peu lié Est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà que le Bitcoin soit reconnu comme monnaie d'échange par l'Iran? Parce que je sais qu'ils voulaient s'en servir voilà, comme monnaie d'échange pour le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, selon toi? Alors, en fait, je sais pas si on peut dire que il y a des bonnes ou des mauvaises nouvelles, puisque c'est un jugement de valeur, de savoir si c'est bon ou mauvais. En fait, les criminels, et je dis pas que l'Iran est un État criminel, enfin franchement, c'est au-delà de mes capacités. Restons Je pense neutres. que je pense qu'il y a une guerre et que c'est pas mon rôle de savoir qui est un criminel ou pas. Ceci étant, quand même, les États-Unis et beaucoup d'États occidentaux ont identifié que le régime iranien, en tout cas en place, a contribué à beaucoup de financement de campagnes terroristes. Et donc, le fait que un régime qui a contribué à de nombreuses campagnes terroristes utilise le Bitcoin, est-ce que c'est bien ou mal? Eh bien, je pense que ça démontre tout simplement que le Bitcoin est un outil qui fonctionne en termes de réserve de valeur et de moyens d'échange, et que c'est un outil décentralisé, et que l'adoption du Bitcoin ne peut pas être traitée d'un point de vue du bien ou du mal. C'est comme si on demandait si l'utilisation d'Internet par le régime iranien est bien ou mal. Bah, en fait, c'est pas la question, puisque c'est un outil qui fonctionne. Il va bien entendu être utilisé par tout le monde s'il fonctionne. Euh, donc, je pense que c'est plutôt pas bien qu'un régime terroriste utilise des outils, et en même temps, c'est une conséquence naturelle. Et là, l'erreur, c'est de blâmer le Bitcoin au lieu de blâmer les actes qui sont à blâmer. Donc, je pense que c'est quand même une nouvelle assez significative parce que ça démontre que le Bitcoin est adopté à l'échelle mondiale par tous les États. Les États-Unis l'ont désigné comme réserve stratégique. La Chine l'utilise également comme réserve alors qu'ils ont voulu bannir le Bitcoin et ça n'a pas fonctionné. La Russie également, la Suisse, la Norvège. Et en fait, on voit que la meilleure monnaie, c'est la monnaie qui peut aussi être utilisée par ses ennemis. Et là, on voit que l'Iran utilise du Bitcoin. Ça démontre que le Bitcoin, en fait, n'est pas sujet à la censure et qui peut être utilisé par n'importe qui. De la même manière qu'un couteau peut être utilisé de bonne manière ou de mauvaise manière, ou qu'une arme peut être utilisée pour se défendre ou pour commettre des actes qui sont condamnables. Eh bien, ici, on a, et de même manière que Internet est utilisé par des réseaux criminels pour commettre des actes criminels, et en même temps, Internet nous permet de faire ce podcast et a priori, tout se passe bien. Donc, en fait, ça, c'est une problématique majeure en Europe qui revient souvent. C'est est-ce qu'une une technologie est bien ou mal? Non. Est-ce que, et aux États-Unis, c'est l'inverse. Est-ce que la technologie fonctionne? Les États-Unis se demandent pas. Quand les États-Unis voient que l'Iran accepte le Bitcoin, leur réaction c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou mal. Leur réaction c'est de se dire le Bitcoin est maintenant un enjeu de sécurité nationale. D'accord. Et donc, bah, ça c'est un peu dommage qu'en France la réaction c'est
Bah en fait, le Bitcoin est utilisé par un État avec lequel on est actuellement en conflit. Donc, il faut absolument encadrer l'utilisation du Bitcoin. Donc, euh, et de la même manière, certains criminels organisent des crimes sur le territoire français avec tout ce qu'on connaît sur les kidnappings, etc. Au lieu de se demander comment faire pour éviter qu'il y ait ce type d'attentat en France, en fait, on se demande, tiens, comment réguler les cryptoactifs. Donc, c'est problématique et en même temps, je pense que ça va passer dans le temps puisque le fait de dire qu'on va réguler les cryptoactifs ou réguler le Bitcoin, c'est de pas comprendre le Bitcoin puisqu'on peut juste s'écarter des bénéfices du Bitcoin, mais on peut pas empêcher le Bitcoin. Le Bitcoin est décentralisé, personne ne le contrôle, et ça, les plus grands États l'ont compris. Et le fait que le Bitcoin spécifiquement soit désigné comme monnaie d'échange, là où le dollar prédominait à l'échelle mondiale, alors que en Europe, on se demande toujours si le Bitcoin est toujours un actif ou une monnaie, etc. On voit bien que, en tout cas à l'échelle internationale, à l'échelle des plus grandes puissances mondiales, le Bitcoin est utilisé comme réserve stratégique, il est utilisé comme monnaie, il est utilisé comme actif stratégique de défense. Et ça, c'est bien en général. Ça montre qu'il y a de l'adoption de Bitcoin à l'échelle mondiale. Et après, le fait que des ennemis utilisent un actif de réserve, oui, désolé, l'or est aussi utilisé par tout le monde et Internet est utilisé par tout le monde. Et c'est la qualité du Bitcoin justement d'être un actif décentralisé et justement un impératif de souveraineté d'en détenir et d'en miner et de le comprendre et d'avoir les capacités technologiques. Et donc, voilà, ça montre. En fait, ce qui est mal, Rémi, dans cette situation, c'est que l'Europe n'ait pas encore compris que le Bitcoin est un actif essentiel de souveraineté nationale. Et ça, c'est mal. Si je devais dire, c'est de ne pas saisir l'importance stratégique, technologique du Bitcoin, même si c'est une classe d'actifs nouvelle, jeune, de ne pas saisir encore que c'est euh, un actif tout à fait stratégique, ça c'est problématique. Et en même temps, c'est aussi l'opportunité gigantesque que représente pour des sociétés comme Metaplanet en Asie, Capital B en Europe, Stratégie aux États-Unis. C'est aussi cette opportunité que le monde n'a pas encore complètement réalisé les enjeux gigantesques que représente le Bitcoin et qui fait que à un moment donné, ça va être inévitable pour les États de l'adopter sous quelque manière que ce soit. Et donc, ça va créer une pression à l'achat qui n'est pas encore présente aujourd'hui. Et alors, c'est vrai que c'est assez malheureux, voilà, ce regard de la France et de l'Europe sur le Bitcoin et même la blockchain. Voilà, quand on voit, on en parlait, les États-Unis qui font des essais d'utilisation de blockchain avec leur armée, quand on voit que voilà, l'Iran, et donc, comme tu le disais, ça prouve aussi la force du Bitcoin et dans sa valeur et dans sa technologie. Et qu'on voit qu'on a l'impression qu'en effet, en France et en Europe, on pédale un peu sur place à force de vouloir voilà, réguler, encadrer, sans même forcément comprendre à quoi ça pourrait servir autrement, les dizaines et centaines d'utilisations du Bitcoin et de sa technologie. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu dommage de... Il y a deux regards, il n'y a pas de bien ou mal, mais c'est vrai qu'en France, on a encore ce regard un petit peu tourné vers le passé, alors que le Bitcoin évolue à vitesse grand V, ses utilisations aussi. Donc c'est un peu dommage. On espère que l'Europe et la France voilà, ne tarderont pas trop, puisque en effet, comme tu le dis, on va peut-être risquer d'être en retard sur la durée. Donc pour résumer un peu toutes ces nouvelles, qu'est-ce qui pourrait nous apporter un nouveau bull run sur le Bitcoin? Quels seraient les catalyseurs une fois que, tu le disais, voilà, Donald Trump garde un peu cette carte joker d'accumulation du Bitcoin qui pourrait peut-être lancer un bull run? Est-ce que ce serait vraiment voilà, l'arrêt des conflits internationaux? Qu'est-ce qui pourrait vraiment
cesser cette période d'accumulation et de hausse qui finalement est encore en dents de scie? Qu'est-ce qui pourrait nous amener vers un nouveau bull run? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a un élément qui est une hausse structurelle qui est que la demande est de manière structurelle plus élevée que l'offre aujourd'hui, et on peut en reparler. Et la deuxième, c'est un effet de momentum qui fait que quels sont les événements qui peuvent vraiment créer un effet d'accélération, un effet de hausse vraiment exceptionnel comme on a pu connaître dans les derniers cycles. La première, elle est fondamentale, puisque aujourd'hui, en fait, les acteurs qui souhaitaient vendre ont vendu. Et donc, il reste sur le marché les acteurs structurels qui s'organisent pour accumuler du Bitcoin, hein, comme on le mentionne, à travers notamment le crédit digital, à travers les ETF Bitcoin et à travers des hedge funds qui se repositionnent sur le Bitcoin, les Bitcoin Treasury Companies. Donc, ça représente déjà 3 fois plus de demandes que d'offres naturel issu du minage de Bitcoin. Donc en tant que tel, c'est un facteur de marché qui déjà a commencé. Hein, le Bitcoin a été en hausse de 20-30% depuis ses plus bas et qui a vocation à continuer. Et puis, de manière générale, en moyenne, sur les 100 dernières années, il y a 7% de création monétaire additionnelle par an. Donc, en tant que tel, c'est aussi un facteur qui fait que il y a plus de quantité de devises que de Bitcoin chaque année. Et sur la suite, eh bien, il y a des facteurs de momentum qui sont la résolution du conflit en Iran, qui sont une solution apportée par les États au problème d'insoutenabilité qui provient de ces taux d'intérêt de financement des États qui représentent une part de plus en plus importante des budgets des États et qui ne sont pas ensuite suivis des recettes qui permettraient de couvrir ces dépenses. Et donc, ça fait plus de déficits qui doivent être couverts, pas plus d'émissions de dette qui doivent être couverts, pas plus d'impression monétaire. Également, des rotations structurelles entre les hedge funds et les profits qu'ils ont réalisés sur l'or, et ça a déjà commencé, et les profits qu'ils ont réalisés sur le secteur de l'IA, et ça c'est en train de commencer. Et donc tous ces éléments font qu'on se dirige en fait vers un prochain marché haussier qui pourrait déjà avoir commencé en réalité, vers les cycles naturels du Bitcoin qu'on connaît de 4 ans, et qui se dirige vers 2028 en tant que cycle haussier tout à fait important. Et si on met tout à bout, ça colle aussi avec potentiellement les dates environ des prochaines élections américaines et qui peut permettre d'envisager aussi des réserves stratégiques américaines qui, tout ça mis bout à bout, constituerait des éléments de momentum qui pourraient constituer la plus grande vague haussière jamais connue du Bitcoin. Parce que entre-temps, tous les câblages structurels que je mentionnais entre les institutions, les corporates, le crédit digital et l'adoption institutionnelle autour de tous ces produits fait que lors de la prochaine vague, c'est pas 2 trillions de taille de marché potentielle qui va être disponible pour le Bitcoin, c'est 100 trillions. Donc peut-être que ça va pas être 100 trillions et que ça va être 10% ou 20% de cette taille. Mais 10% ou 20% de cette taille, c'est 10 à 20 trillions. C'est quasiment la taille de marché de l'or. Et ça représenterait un Bitcoin entre 500 000 $, 1 million de dollars, voire plus. Et donc, quand on a la capacité aujourd'hui d'acheter du Bitcoin à 60 000 euros ou à 70 000 euros, c'est une aubaine. Et ce sera toujours une aubaine du fait des éléments structurels que je mentionnais. Mais notamment aujourd'hui, à un moment où l'attention est plus sur l'IA, l'attention est plus sur les faits marquants du moment, les shiny objects qu'on appelle en anglais, les objets brillants du moment. Bien l'objet brillant du futur, c'est le Bitcoin. Et donc, chez Capital B, on choisit de se focaliser sur le plus grand objet du futur, et cet objet, c'est Bitcoin.
Très bien, et ben, on attendra, ce bull run, patiemment évidemment, et on continuera d'accumuler. Alors ce serait, également synchronisé avec le prochain halving, je viens de regarder, qui est prévu pour 2028 je crois, même si voilà, on en a parlé plusieurs fois, cette histoire de cycle haussier, tous les 4 ans, avec le halving. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, mais les élections tomberaient à peu près en même temps, donc ça paraît assez logique, et on espère voir voilà, un Bitcoin qui dépasse encore plus les attentes. Et on peut rien prédire évidemment, mais voilà, les marchés seront ce qu'ils sont à ce moment-là. Et on a hâte en tout cas de voir ce qui va se passer. Alors bah, merci pour ce petit tour des nouvelles du Bitcoin. On va venir sur des nouvelles un peu fraîches. Il y a Tether, alors c'est la société, tu vas nous le rappeler, mais qui émet l'USDT, c'est ça, le stablecoin USDT, qui a racheté et presque pris le contrôle total de la société 21 Capital. Ils ont racheté la part de SoftBank, et une future fusion avec Strike également. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce move de Tether? Oui, alors pour rappel, XXI, 21 Capital, est un des plus grands détenteurs de Bitcoin coté en bourse aux États-Unis, et qui est une association à la base entre Tether, Bitfinex, SoftBank, et Jack Mallers, qui est le CEO de Strike, qui est une société qui fournit des services d'achat-vente de Bitcoin, tout simplement, notamment aux États-Unis et en Amérique, mais aussi en Europe à présent. Et cette société-là, XXI, est cotée en bourse, est une des sociétés qui s'est lancée l'année dernière aux États-Unis. Et récemment, effectivement, Tether a annoncé en fait le rachat des participations de SoftBank pour globalement en fait avoir le contrôle total sur la structure. Et ça a défrayé un petit peu la chronique, puisque certains ont critiqué Jack Mallers, le CEO de Strike, qui est très connu, hein. C'est une des figures historiques de l'adoption du Bitcoin. Il avait contribué à convaincre, par exemple, le Salvador à accumuler, à commencer sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, et de lancer un programme d'ouverture de wallet Bitcoin, de paiement au Salvador. Et Jack Mallers a été un peu critiqué sur les réseaux par des bitcoins des bitcoiners de la première heure, qui lui disent voilà, tu dévoies un petit peu la mission initiale du Bitcoin, parce que maintenant tu es sur les marchés cotés, tu transférerais le contrôle de Strike, qui est en fait une société qui aurait vocation à intégrer XXI, est intégrée en fusion en fait à l'intérieur de cette société cotée nouvelle, et en fait la critique, c'est que en fait Strike serait en fait indirectement contrôlé, voire quasiment directement contrôlé par Tether. Et donc bienvenue dans le monde des marchés de capitaux. Et Jack Mallers oppose à ça que eh bien il garderait quand même le contrôle de fait de gestion tous les jours de Strike. Et je trouve que les critiques ont été un peu dures envers Jack Mallers, parce que les régulations aux États-Unis sont quand même très difficiles en termes de ce que peuvent communiquer les sociétés de manière générale sur les marchés cotés, avec toutes les obligations de déclaration des dirigeants, et de ce qu'ils peuvent dire ou pas, parce que la société est quand même encore en cours de finalisation de son listing, de finalisation de ses opérations de fusion. Et donc Jack Mallers est un peu limité dans ce qu'il peut dire, donc il peut pas trop se défendre nécessairement. Et la grille d'analyse, c'est que en fait rien n'a changé. Jack Mallers est toujours CEO de XXI et CEO de Strike, et Tether en fait était déjà a priori un des grands investisseurs de Strike à l'époque. Et donc, ce qui change, c'est plutôt que la société passe de privé à public. Mais Tether, je rappelle, est quand même une des sociétés qui est le plus impliqué dans le domaine du secteur Bitcoin. Ce sont des acteurs qui ont contribué au développement général de l'industrie, qui émettent le plus grand stablecoin au monde, USDT, et qui sont des Bitcoiners de la première heure. Et donc, c'est
plutôt positif et plutôt démonstrateur de marque de confiance de Tether en tant qu'investisseur stratégique pour Jack Mallers et sa société Strike. Et effectivement, il y a un contrôle capitalistique et en même temps, c'est aussi ce contrôle capitalistique qui fournit des perspectives très fortes sur la croissance potentielle de cette société et de ses capacités sur les marchés de capitaux et de capacités en termes de services potentiels futurs. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un petit peu un fossé qui est en train de se créer entre les bitcoiners qui sont un petit peu allergiques au marché de capitaux, aux sociétés cotées, au monde fiat, et les bitcoiners qui sont plus pragmatiques et considèrent que de toute façon, il est tout à fait inévitable d'empêcher l'adoption du bitcoin par les marchés de capitaux et les marchés cotés, et que au contraire, il est même très positif que l'adoption du bitcoin se fasse via les marchés de capitaux et les sociétés cotées. Et donc le fait que Strike, via 21, et que Jack Mallers contribue à l'adoption institutionnelle de Bitcoin via le développement accéléré de ces sociétés, via des investissements supplémentaires de Tether, en fait tout ça est très positif en ce qu'il contribue à l'accélération de l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Un des exemples est le développement de la solution de crédit, pas de crédit digital, mais de crédit lombard qu'offre Strike, en fait, avec un partenariat avec Tether, pour permettre aux individus américains notamment de mettre leur Bitcoin au collatéral et d'emprunter des sommes d'argent sans avoir nécessairement de risque de liquidation, solution qui est aussi offerte par Coinbase par exemple aux États-Unis. Et donc tout ça va être accéléré en fait par cela et ça contribue à l'accélération de l'intégration de Bitcoin comme actif de collatéral par excellence dans les marchés de capitaux mondiaux. Donc une bonne nouvelle dans le sens où Tether s'implique de plus en plus dans les marchés de capitaux et c'est très bien. Ça permet d'injecter encore plus de liquidité, encore plus de capital dans les marchés de capitaux basés sur Bitcoin. Eh ben excellent. Alors c'est vrai que bon, ça peut faire peur de voir Tether contrôler quasiment plus de 70% de cette entreprise, mais voilà, comme tu le dis, il y aura toujours, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut bien que ce pont se fasse entre la finance traditionnelle, que ça passe par les stablecoins ou par un autre système, c'est important. Et forcément, voilà, les bitcoiners et les cypherpunks des débuts peut-être voient le bitcoin qu'ils chérissaient tant, leur filer entre les doigts, mais en même temps, c'est nécessaire pour ce que le bitcoin doit devenir, j'imagine. Donc, c'est plutôt positif. Ils leur filent entre les doigts uniquement s'ils le vendent. Hein, donc, C'est ça. voilà. Gardez vos convictions, messieurs. Voilà. Bien sûr. Alors on va parler de Nakamoto maintenant avec alors c'est plus technique, c'est presque trop technique pour moi, donc tu vas nous expliquer ce que ça signifie. Mais Nakamoto a annoncé un reverse stock split de 40 pour 1 qui sera effectif le 22 mai pour restructurer le capital de l'entreprise et donc le prix par action. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie un reverse stock split, s'il te plaît? Oui. Donc un reverse stock split, c'est tout simplement si j'ai une action qui cote en bourse à 1 euro et que je fais un reverse stock split, en fait, cette action va ensuite, si c'est 10 pour 1, par exemple, eh bien l'action va valoir 10 euros au lieu de 1 euro. C'est pas que l'action aura augmenté, c'est juste que en fait, là où il y avait 100 actions ou 10 actions qui valaient 1 euro, eh bien, on va transformer ces 10 actions qui valaient 1 euro en une action qui vaut 10 euros, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de stock split, reverse stock split. Le stock split, ça serait l'inverse. Si l'action valait 10 et que elle valait 1, donc on avait une action à 10 et on l'a transformée en 10 actions à 1, et bien là, c'est reverse stock split, c'est-à-dire que au lieu de diviser la valeur, eh bien on va la multiplier. Et donc le sujet de Nakamoto, c'est qu'il traitait en dessous d'1 euro pendant un temps assez important,
Et aux États-Unis, sur certaines places de marché, les sociétés ne peuvent pas traiter en dessous d'1 € pendant trop longtemps, sinon ils sont délistés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cotation. Donc c'est un risque majeur pour ces sociétés américaines. Et donc, eh bien, ils ont fait passer le reverse stock split qui permet de faire passer leur action qui était autour de 20 centimes de mémoire vers 6 € en fait. Et donc, il n'y a pas eu de changement de prix de l'action en termes d'évolution de prix. Ce qu'il y a eu, c'est un changement du ratio entre le prix de l'action et le nombre d'actions. Et un ratio de 40. Donc, c'était pas 10 pour 1 ou 1 pour 10. C'était là 40 pour 1. Donc, ce que ça permet à Nakamoto, qui pour rappel est un des 20 plus grands détenteurs de Bitcoin au monde environ, avec plus de 5000 bitcoins, et qui est la société qui rassemble sous cette société cotée BTC Inc., qui est l'organisateur des conférences Bitcoin, ainsi que notamment UTXO Management, qui est le hedge fund qu'ils ont créé pour tirer parti des innovations de marché, des meilleurs acteurs dans l'écosystème, dont Capital B, qui est une société dans le portefeuille de UTXO Management. Donc, Nakamoto ici vient résoudre ce sujet du potentiel risque de delisting en faisant ce reverse stock split qui lui permet de passer à un prix d'action qui est au-dessus d'1 $ et qui permet donc de maintenir le listing sur le Nasdaq. Très bien, bah merci pour ces explications techniques et félicitations à Nakamoto alors d'être resté Bon, listé, de ne pas voilà, avoir. c'est pas un fait d'armes tout à fait majeur non plus, mais en tout cas, c'est bien qu'ils aient pu le faire puisque bah, ça aurait été malheureux qu'ils subissent un délisting pour rien. Et en plus, ça nous permet d'apprendre quelques termes techniques de revalorisation. Alors, Et du voilà. côté de SpaceX et de Elon Musk, on le sait, SpaceX va bientôt également entrer en bourse. C'est annoncé comme une des plus grandes IPO de l'histoire. SpaceX détiendrait plus de 18 000 bitcoins, donc soit environ 1,5 milliard de dollars. Et donc, ce qui fait qu'après son entrée en bourse, l'entreprise pourrait devenir la 7e société cotée avec le plus grand trésor Bitcoin au monde, la plus grande trésorerie de Bitcoin au monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce qu'ils ont une vraie stratégie d'accumulation de leur côté? Comment ils ont acquéri ces bitcoins? Pourquoi ils les ont acquéris? Et qu'est-ce que ça va devenir après cette IPO? Oui, alors c'est vraiment une nouvelle majeure puisque pour rappel, la dernière fois que Tesla, par exemple, avait acheté du Bitcoin, le Bitcoin avait été monté de environ 20 000 $ à 40 000 et 60 000 $. Et là, bah, c'est une belle surprise. Et ça montre que Elon Musk, qui est quand même a priori parmi les personnes les plus brillantes de l'écosystème financier technologique mondial, en fait, a choisi le Bitcoin comme valeur de réserve, tout simplement. Donc, quand je parle parfois de la vague de l'IA, c'est la vague du Bitcoin, on voit une belle illustration ici. Une des sociétés les plus brillantes dans les domaines technologiques, même à la frontière de l'imaginable, avec quand même des fusées qui vont dans l'espace, qui se repositionnent toutes seules après sans aucun éclat. Bien cette société elle garde du Bitcoin dans sa trésorerie à titre de réserve de valeur. Et bah, ça contribue en fait à institutionnaliser, à légitimer le Bitcoin comme réserve de valeur incontournable. Et c'est pas 3 bitcoins en trésor, c'est 18 000 bitcoins sur le bilan. Et donc, potentiellement, si cette société a une IPO qui a un grand succès et qu'elle devient une des sociétés les plus valorisées au monde, eh bien, pour la première fois, on n'aura pas les Magnificent 7, mais les Magnificent 8. On en a parlé déjà avec Stratégie, mais là, avant, peut-être avec SpaceX, la capacité d'avoir un Magnificent 8 qui est du Bitcoin sur son bilan et qui constitue un précédent très fort pour les sociétés technologiques si jamais, comme on l'a expliqué, le Bitcoin repart vers les plus hauts et que cette société en bénéficie grandement.
eh bien, on verra peut-être d'autres acteurs s'en inspirer. Et donc, ça pourra contribuer aux éléments de momentum dont on a parlé juste avant. Mais en tant que tel, c'est déjà un événement majeur. Il y a quand même beaucoup d'investisseurs au niveau mondial qui investissent et qui investiront dans SpaceX lors de l'IPO et après. Et ces investisseurs-là, eh bien, ils vont avoir une exposition Bitcoin. Et on en est déjà à des centaines de millions de personnes au niveau mondial qui ont une exposition Bitcoin. On va certainement atteindre avec cette IPO et avec le crédit digital, etc., des niveaux de 1 milliard de personnes indirectement exposées au Bitcoin. Bah, ça commence à créer des niveaux de type vraiment systémique et complètement incontournable. Donc, c'est vraiment un événement majeur. C'est une excellente nouvelle. Et j'ai compris que la base de coût était autour de 30 000 $. Donc, ce que ça signifie en plus, c'est que il le conserve à long terme. Donc, ça montre que Elon Musk ne le traite pas comme un gadget, mais comme un élément stratégique de la société. Et on voit que la base de coût est déjà 2 fois plus basse que le niveau actuel, alors que le Bitcoin a baissé de 50% depuis ses plus hauts. Donc, c'est un choix majeur de SpaceX et on les salue, bravo. Et en revanche, j'espère que Capital B va les dépasser. Donc, à un moment donné, donc en tout cas, on y travaille. Et tu vois, Rémi, c'est un exemple majeur à nouveau. Metaplanet détient plus de Bitcoin que SpaceX, la société la plus innovante parmi les sociétés les plus innovantes au monde. SpaceX détient moins de Bitcoin que Metaplanet. Et Strive, par exemple, est déjà en passe potentiellement de dépasser SpaceX dans pas tant de temps que ça. Et Capital B a pour objectif d'aller aussi vers ces niveaux-là. Donc, on voit que les Bitcoin Treasury Companies sont en fait, d'un point de vue du Bitcoin, d'un standard Bitcoin, sont au niveau de SpaceX en fait. Et ça, c'est pas rien. Et ça montre à quel point les Bitcoin Treasury Companies vont aussi jouer un rôle fondamental dans le futur. On parle d'une des plus grandes IPO au monde. Une des plus grandes IPO au monde, ça va être une IPO d'une société avec trésorerie Bitcoin. Et ça, c'est un événement majeur. Société. Et pas n'importe quelle société. Et plus on va parler de la trésorerie Bitcoin de SpaceX, plus on va parler des Bitcoin Treasury Companies, et plus il va y avoir d'adoption du Bitcoin, et plus il va y avoir d'adoption du crédit digital, et plus il va y avoir d'adoption de Bitcoin par d'autres sociétés également. Et alors, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est qu'en effet, alors ça fait la une, cette nouvelle-là, mais on a l'impression que pour Elon Musk et pour SpaceX, c'est un peu... c'est une anecdote, voilà, pour eux. En effet, comme tu le disais, Elon Musk n'a aucune raison de vendre sa réserve de Bitcoin en x2. Il n'a pas besoin de ce profit-là, ni pour faire fonctionner SpaceX, ni pour ses autres entreprises. Donc on sent que voilà, pour lui, c'est déjà, c'est même pas une annonce qu'il fait, c'est quelque chose qui était déjà prévu, qu'il a sûrement prévu de conserver sur le long terme et peut-être de s'en servir après. Alors est-ce qu'on peut peut-être rêver du Bitcoin comme monnaie officielle de Mars, ou est-ce que Elon Musk, avec l'ego qu'on lui connaît, fera sa propre crypto-monnaie? Tu sais, Rémi, la seule monnaie, c'est le Bitcoin. Tout le reste, c'est du crédit. Donc, de fait, même si une autre monnaie est déclarée par un État, ça n'en fait pas la monnaie universelle. La monnaie universelle, elle comporte 3 attributs. C'est une réserve de valeur, une unité de compte et un moyen d'échange. Aujourd'hui, les monnaies fiat ne sont plus une réserve de valeur sur le long terme. Le Bitcoin n'est pas encore un moyen d'échange complètement adopté à l'échelle mondiale, mais comme on le mentionnait, il y a quand même des centaines de millions de bénéficiaires aujourd'hui, directs ou indirects du Bitcoin, et qui commencent à bien accepter le Bitcoin quand on leur propose. Donc, et on le voyait tout à l'heure, des États, aussi différents soient-ils, veulent du Bitcoin, des États-Unis à l'Iran. Et ça, finalement, overall, en globalité, tout ça est une très bonne nouvelle pour l'adoption du Bitcoin à l'échelle mondiale. Et on voit que c'est un phénomène qui se répand à une vitesse voilà. Si on nous avait dit il y a 4 ans que
les États-Unis auraient mis en place une réserve stratégique de Bitcoin, qu'il y aurait 200 sociétés cotées qui avaient du Bitcoin sur le bilan, que les sociétés les plus performantes, c'était les Bitcoin Treasury Companies qui étaient focalisées sur le crédit digital, et que le crédit digital se développait à une vitesse supérieure à laquelle s'est développé l'iPhone. Je pense que on aurait des perspectives plutôt positives sur le Bitcoin, et c'est exactement les perspectives qu'on a aujourd'hui, parce qu'on peut pas prédire exactement ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de monnaies fiat, puisqu'elles n'ont aucune valeur sous-jacente en termes de réserve de l'autre côté, et qu'il y a une valeur de réserve qui existe en revanche, qui est le Bitcoin. Et voilà, ça accumule toute la valeur issue des innovations mondiales, de la croissance mondiale, de l'inflation mondiale, et ça agit comme un trou noir, et il vaut mieux se préparer pour les événements de ce type-là. Et la manière de se préparer, c'est d'accumuler du Bitcoin. Eh ben, j'imagine que nos téléspectateurs qui nous suivent en possèdent peut-être déjà, ou en tout cas y pensent. Donc voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. On est là pour parler de l'actualité et pour également vous faire comprendre la valeur du Bitcoin, la puissance du Bitcoin et l'intérêt international autour de cette crypto-monnaie. Alors justement, tu nous disais que Capital B compte bien également dépasser le nombre de bitcoins détenus par SpaceX. Alors on va faire un petit tour des bitcoin Treasury Companies qui, elles, continuent d'accumuler, peu importe le prix. Donc cette semaine encore, plusieurs, dont Capital B et Stratégie, et Smarter Web et Strive, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler déjà de votre accumulation à vous? Combien est-ce que vous en avez acheté? Combien les autres ont fait de même, et quelle est la stratégie à l'avenir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Bien sûr, donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu parlé, mais il y a vraiment une hausse significative depuis les dernières semaines, les derniers mois, des levées de capitaux et des accumulations de Bitcoin d'une catégorie très spécifique de sociétés qui s'appelle en anglais les Digital Credit Issuers. Et en fait, c'est les émetteurs de crédit digital, tout simplement. Le crédit digital étant entendu comme les produits financiers qui peuvent être émis par des sociétés cotées et qui ont comme sous-jacent de collatéral du Bitcoin. Donc, il y a 4-5 sociétés au niveau mondial qui sont spécialisées dans le domaine depuis l'année dernière. Ces sociétés sont Strategy, sont Strive, sont Metaplanet, sont Capital B, et également un petit peu Smarter Web UK, et d'une manière non listée et d'une manière listée. D'un point de vue listé aujourd'hui, c'est Strategy et Strive qui ont déjà lancé leurs produits, et d'un point de vue non listé, Metaplanet a recouru a fait une émission de crédit digital à vocation listée, mais qui n'est pas encore listée, avec Mars par exemple, le produit Mars, qui vient en complément des produits STRC de Strategy et SATA de Strive, et Capital B, et potentiellement aussi une société comme Smarter Web, ont bien sûr l'ambition d'aller vers le crédit digital plutôt inspiré des instruments comme STRC, comme SATA, qui ont le plus grand succès aujourd'hui. Et ces sociétés-là, sont les sociétés qui accumulent le plus de Bitcoin dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, c'est des dizaines de milliers de Bitcoin pour Strategy. C'est des centaines de Bitcoin pour Strive et pour Capital B. Et également Smarter Web, quand on accumule les différents achats de Bitcoin supplémentaires. Smarter Web avec des lignes de crédit, qui est une ligne de financement en fait ouverte par leur conservateur de Bitcoin, avec un effet de levier de l'ordre de 10%. Strive, qui a un effet d'amplification de l'ordre
de 40%, mais en fait des obligations de dividendes qui représentent 13% le taux d'intérêt de ça en annuel. Donc plutôt également autour de 10 et un peu moins. Stratégie de manière comparable autour de 30% d'amplification. Et Metaplanet également autour de ces niveaux-là, avec également une facilité de crédit. Et bien Capital B, aujourd'hui, a la spécificité tout à fait particulière de ne pas avoir encore utilisé de levier en euros sur son bilan pour l'accumulation de Bitcoin. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que des sociétés comme Strategy et Strive, qui ont lancé leurs produits de crédit digital en bourse, ont eu des performances tout à fait intéressantes dans les derniers mois, et que bien Capital B a cette capacité également d'aller vers le crédit digital dans le temps, et avec cette capacité-là également d'envisager des maximisations de nombre de bitcoins par action qui pourraient être permises, le cas échéant, par un lancement de crédit digital, qui est une ambition, hein. Rien n'est bien entendu certain, mais en tout cas c'est une ambition de Capital B d'aller vers le crédit digital, qui est finalement la meilleure manière sur le long terme d'accumuler du bitcoin d'une manière qui maximise le Bitcoin par action dans des phases de marché haussière et aussi dans des phases de marché baissière et de consolidation, comme on voit aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là bien qu'on avait fait une levée de capitaux de 15 millions d'euros et qu'on a accumulé déjà 192 BTC, qui nous a permis d'aller vers 3135 Bitcoin et bien d'augmenter notre capacité de potentielle émission future de crédit digital, à la fois bien entendu sur des instruments que l'on a déjà utilisés ou sur des instruments nouveaux qu'on pourrait émettre. Et on voit que Strive, rien que cette semaine, a déjà la capacité potentiellement d'acheter entre 300 et 500 bitcoins supplémentaires avec ce type de produit. À nouveau, on voit que Stratégie également, on parle en plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de bitcoins supplémentaires à l'avenir. Donc vraiment, Stratégie est en direction vers les 1 million de bitcoins de manière assez rapide, hein. C'est tout à fait notable. Strive est également en direction vers des niveaux plus élevés, et Capital B compte bien également accélérer vers cette direction du crédit digital qui est extrêmement porteuse et qui a un marché totalement ouvert et inexploité en Europe, le deuxième marché du crédit avec des dizaines de tailles de marché potentielles. Et donc même prendre un petit pourcentage de ce marché-là, eh bien c'est aller vers une croissance tout à fait significative, potentielle, encore une fois. Et comme tu le mentionnais, Rémi, il ne s'agit pas ici de conseils en investissement. On parle ici de potentialité, on parle d'analyse de marché, et à chaque investisseur, eh bien, faire sa propre analyse, d'analyser sa sensibilité au risque, sa gestion de portefeuille, et de prendre les noms pour lui-même. Eh ben, excellent, merci Alexandre. On souhaite à Capital B, la voie est libre en Europe. En tout cas, on vous souhaite d'atteindre le nombre de bitcoins que vous espérez, dont vous rêvez, et que vous atteindrez, j'en suis sûr. Et puis, de vous placer sur le digital credit. Je pense qu'il y aura un marché qui va arriver en Europe, je l'espère. Alors, ce n'est pas non plus comment dire, ce n'est pas non plus je perds mes mots. Tout ça pour dire que si vous voulez des stratégies d'investissement, je vous conseille évidemment le guide, le grand guide de l'épargne, le hors-série du revenu, qui est dans tous les kiosques, en route vers le million pour vivre de ses rentes. Alors, spoiler alerte, évidemment, on y parle du Bitcoin, et également le revenu de ce mois-ci, où placer 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros et plus dans tous les bons kiosques. Ne faites pas all-in sur le Bitcoin, évidemment, mais vous pouvez vous renseigner grâce au revenu.
J'en profite pour mentionner, Rémi, que bonne fête, c'est aujourd'hui la fête importante, hein, la bonne fête du ce qu'on appelle le Pizza Day dans le Bitcoin. Oh, exact. Euh, voilà, c'est aujourd'hui, le 22 mai 2010, un individu qui s'appelle Laszlo a dépensé 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Et ces 10 000 bitcoins aujourd'hui valent à peu près 700 millions d'euros. Donc c'est les 2 pizzas les plus chères de l'univers. Mais c'est vraiment une bonne manière de rappeler quand même la puissance du Bitcoin sur le long terme et pourquoi on parle des fois de all-in, à condition de faire ses propres analyses, bien entendu, et pour des parties de capitaux, eh bien entendu, propres à chacun. Mais en tout cas, c'est ce jour-là, et donc, eh bien, j'invite tout le monde à célébrer ce jour du Pizza Day. En général, on mange donc une pizza Et oui, pour célébrer c'est vrai. cette journée. Voilà. C'est vrai. Et ben, bonne fête de la pizza, joyeux Pizza Day. C'est vrai que alors, cette image est assez connue il était assez fier d'avoir acheté ces deux pizzas avec ses bitcoins. Et c'est vrai que l'image, bon, voilà, quelques dizaines d'années après, fait un petit peu mal au cœur, surtout pour lui. Mais bon, voilà, j'espère que ces Non, pizzas il a contribué à l'adoption du Bitcoin. Puis C'est voilà. vrai, c'est vrai. J'espère que Si ça se ces trouve, il a pizzas racheté 10 000 étaient bonnes en bitcoins tout juste cas. après, on sait pas, hein. Donc, Oui, je lui souhaite, je lui souhaite. Eh voilà. bien, merci beaucoup en tout cas, Alexandre. On se revoit vendredi prochain pour un nouveau Weekly Bitcoin. Merci à tous de nous avoir suivis et bon appétit. Merci beaucoup, à très vite. Merci Rémi, merci à tous. Merci, Alexandre.